Bonsoir. Aujourd'hui, c'est la sortie de Houdini 22 et je viens juste d'ouvrir la nouvelle version après l'avoir installée par le launcher. Et voici les différentes versions que j'ai. Donc, je viens d'installer la 22,0,368. Et donc, en ouvrant, voilà ce qu'on a. Bien sûr qu'il y a beaucoup de changements dans l'interface. Et ce sont des choses que nous allons essayer de découvrir ensemble. Notre console, comme d'habitude, s'ouvre chaque fois qu'on démarre une nouvelle version pour la première fois. Donc, je vais fermer. Et ici, voici la première chose qui est affichée. Donc, nous sommes dans la première itération du travail qu'ils vont faire sur l'interface. Donc, ça, c'est la première étape. Et voilà, l'idée, c'est de faire de Houdini, de lui donner une interface puissante, etc., etc. Donc, suivant, comme nous l'avons vu dans le keynote pour ceux qui l'ont regardé il y a de cela quelques semaines, on peut configurer quelques couleurs dès le départ et bien sûr, après l'avoir fait pour cette première fois, normalement tu ne devrais plus avoir à le faire parce que cette boîte de dialogue ne devrait plus s'afficher. Donc couleur d'accent, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et bien sûr, pendant qu'on sélectionne, on voit comment cela change sur le logiciel. Pour déjà parler de l'interactivité, c'est bien de savoir tout ça. Et ça, et ça. Donc en termes de préférence, je suis pas trop sûr. Mais comme ils ont mis ceci en premier, je me demande si c'est ça qui serait bon ou celui-là. Pour le moment, je pars avec celui-ci. Et puis, pour pouvoir envoyer des statistiques d'usage anonyme, toujours bien quand on peut. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels qui exagèrent dans ce qu'ils considèrent comme information et ce qu'ils considèrent comme anonyme, mais SideEffects, pour moi, reste l'un des plus responsables dans ce domaine, donc je vais laisser, et puis je vais au suivant. Ici, ça c'est déjà intéressant. Ici, comme d'habitude, on peut cliquer pour que cette fenêtre apparaisse la prochaine fois qu'on démarre ou pas. Donc, pour le moment, en attendant de m'y habituer, je vais laisser. Et voilà, getting started, learning paths, and so on. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont pour des gens qui utilisent Houdini pour la première fois. Donc, pas forcément des choses qui m'intéressent ou qui me sont ciblées. Pardon. Donc, je vais laisser ça pour le moment. Et puis, aller sur What's New. Ça, c'est très intéressant. Ouvrir le lien. Donc, on a ceci qui va apparaître. La fenêtre d'aide. Et nous allons essayer de le parcourir un tout petit peu. Mais pour le moment, je vais mettre ça de côté. Pour juste balader un peu, essayer de voir, de comprendre ce qui a changé, et ce sera façon freestyle. Donc je vais fermer ceci. New icons, web browser, central base URL, rien. Bon bref, je pense que ça sont des fonctions qu'il appelle. Je sais pas pourquoi. Donc je vais fermer. Donc voici la nouvelle interface, longtemps souhaitée, longtemps demandée, et cette année, dans la version 22, nous l'avons. Maintenant pour l'écran, j'imagine que ces icônes-là sont vraiment
petites, donc nous allons essayer de les agrandir. Habituellement, c'est ici dans les préférences. Voilà. Et c'était souvent la première fenêtre. Quoique quelque chose que je vais faire, c'est peut-être aussi ouvrir Houdini 21 pour qu'on puisse de temps en temps faire une comparaison entre les deux. Ça, c'est bien. Il donne l'opportunité d'activer l'ancienne interface si nécessaire. Là, je ne vais pas le faire. J'imagine qu'il faudra redémarrer. Changes will take effect when you restart Houdini. No, I don't want to. Donc, c'est d'abord l'agrandissement de l'interface. Les interfaces sont animées maintenant. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais essayer, juste pour la vidéo là, de faire 1,5. Ça peut-être trop gros, on va voir. Essayons d'abord 1,25. Est-ce que, comme d'habitude, il va demander qu'on redémarre Houdini pour prendre ça en compte? Peut-être, peut-être pas. Si j'applique. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a appliqué ou pas? Si je choisis ça, je dis appliquer. Et qu'il a appliqué. Ok. New settings applied. I cannot see it, my friend. Essayer d'exagérer tout ça. Bouton, and so on. J'applique. Je vois pas. On va revenir à 1.25. On va appliquer. Show thumbnails in file browser. Keep floating windows on top. Intéressant. On va voir, pour pas se décider maintenant, on va voir quand on va utiliser, si ça sera nécessaire. 3D Viewer, le moteur de rendu par défaut qui était Vulkan, Network Editor, 3D Viewers, où est-ce qu'il est? Peut-être encore complètement enlevé. Je vais essayer d'aller voir. Ça c'est Houdini 21. Je vais essayer de... Normalement, je suis sur un écran très large. C'est pour ça que je suis obligé de redimensionner mes fenêtres pour que ça suffise dans un... Je suis sur un... Voilà, pour que ça suffise sur un format 16 neuvième. Je pense que c'est ça. Donc, déjà, en termes de d'UI, je vais voir à quel pourcentage j'étais ici. 1,25 aussi. Donc, pareil. Là, je me mets aussi à 1,25. Je vois pas de changement pour le moment. Peut-être au démarrage. Ensuite, je vais regarder le moteur de rendu par défaut. 3D Viewport Render. Ici, on avait cette option ici qui était Vulkan. Dans 22, on pouvait aller à OpenGL qui était deprecated. Donc ici, 3D Viewers, l'option n'existe plus. Donc, plus la possibilité d'avoir OpenGL. Je pense que nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Et bien sûr, tous les autres paramètres sont là. Donc, pour le moment, je vais accepter et quitter.
En général, je n'aime pas garder cette fenêtre-là. Ça ne me sert pas beaucoup pendant les anciennes versions, donc je vais cacher pour le moment. Et puis voilà pour le reste. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Display background. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout ça me paraît nouveau par contre. Display group on attribute list. Cool. Donc voilà déjà pour l'interface. Pas mal. Normalement, tout devrait être au même endroit. Ils ont juste migré vers déjà Qt pour la construction de l'interface. Mais tout devrait être à sa place normalement. Donc à ce niveau, et puis bien sûr, plus de flexibilité, et Tessera et Tessera. Donc c'est déjà intéressant. Donc maintenant nous allons aller dans ceci pour déjà commencer à voir un peu quelques changements. Nous allons commencer par quoi? Copernicus. Cool. Donc je vais mettre cette fenêtre quelque part à côté. Je suis pas trop sûr où je vais la mettre. Bon, déjà, permettez que je redémarre Houdini pour voir si la taille des icônes deviendra un peu plus grand pour la vidéo. Je serai de retour dans quelques secondes. Ok, nous venons de redémarrer. Et justement, il fallait redémarrer pour agrandir les icônes un tout petit peu. Et je n'avais pas encore enregistré mon espace de travail, donc celui-là, il est revenu. Donc celui-là, je vais le fermer. Donc voilà ce que nous avons. Voilà, comme je disais, déjà de prime abord, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me paraît nouveau. Je vais essayer de comparer. Ok, c'est juste la forme de l'icône qui a changé, mais la fonctionnalité était déjà là. Ok, même chose. Cool. Ok, c'est déjà bien. Donc ici, toujours tab, bien sûr. J'aime la couleur de surbrillance. C'est bien. Ici, juste ça. Ok. Et puis, créer quelque chose. Toujours box. Voilà. Ok. D'accord. Ce côté, rien n'a changé. Ok. Donc, c'est juste l'iconographie, c'est-à-dire que le dessin qui symbolise les fonctionnalités qui a changé, mais les fonctionnalités elles-mêmes sont au bon endroit. Donc ici, par exemple, voyons le verrouillage de la caméra, c'est vraiment maintenant une caméra avec une chaîne. Avant, c'était un cadenas dans lequel elle est plus explicite, sujet à débat. Ici, ok, le preset, ici c'est search, ici c'est les recipes ou la recette. Voilà. Donc pour l'interface, voilà, jusqu'ici, vraiment, jusqu'à ce point, je ne vois vraiment pas ce qui a beaucoup changé.
Donc, ok, c'est cool. Par contre, une chose intéressante que je pense qu'ils auraient fait, c'est cette petite barre là qui apparaît de temps en temps dépendant du node qu'on a sélectionné. Parfois, on a tendance à oublier qu'elle est là. Parce que voilà, de temps en temps, on oublie même que cette barre elle est là, quoi. Ok, donc voilà. Donc nous allons commencer avec les SAP. Si nous allons dans les aides, nous allons dans Contents. Allons ceci, What's New. Ok, donc je vais essayer de mettre ça à côté. Et puis, Copernicus, qu'est-ce qui est new? Le baking, et Tessera. Je suis en train de regarder des trucs intéressants. Tout ça intéressant. Bon, déjà, avant qu'on aille trop loin, je pense déjà, je vais faire un, oups, review, ça non plus. COP et Highfield COP Network. Je me demande bien quelle est la différence. Ok, c'est ça, ça. Donc déjà ce que je vais faire, c'est je vais agrandir ce truc. Et puis je vais mettre, je vais split ça en deux et je vais mettre mes paramètres ici. Parameters. Donc pour le moment, je vais enregistrer ça comme save current desktop as juste pour ne pas perdre ce desktop si voilà, il arrivait qu'on ait un crash. Ouais. Donc nous avons ceci et si je venais ici et je faisais le cop normal, ce serait ça, ensuite ça, ensuite ça. De prime abord, j'ai pas trop vu la différence. Moins que je rentre encore regarder. Bon, toi, la boîte, pas vraiment besoin de toi. Mais non, j'imagine que façon classique, Houdini, ça, l'un est juste une... les deux devraient être pareils, sauf peut-être quelques paramètres activés par défaut dans l'un. Donc, on ne s'entend pas ce que ce soit plus différent que ça. Donc, nous allons aller dans les hide fields. Si je vais déjà sur Copernicus dans l'aide, et l'une des choses qu'ils ont dit pendant le keynote, c'est que maintenant, ils ont transféré tous les terrains pour tout ce qui est création de terrains et de création géologique et consorts. Ils ont transféré tout ça dans COPS et c'est beaucoup plus rapide. Donc, est-ce qu'ils ont fait une catégorie pour ça? Terrain, oui. Et height field, ok. Déjà ça. Donc, une chose intéressante, c'est que nous voyons déjà une visualisation. Je vais déverrouiller ça. Je vais enregistrer ce changement. Ok, donc c'est déjà que nous avons un high field que nous visualisons comme une mèche. C'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des recettes? Donc, si je fais
High Field Geometry. Est-ce qu'il y a des recettes ici qu'on peut utiliser? Normal to high, try planner. Pas vraiment. Donc, on va bien sûr chercher un High Field Noise, quoi de plus naturel. Non. High Field Noise. Donc, traditionnellement, on devait avoir le High Field qui, on s'imagine, le High Field, normalement, je suis en train d'activer la visibilité là, mais ça plante. High Field Noise. High Field, simple, High Field Noise. Ils ont parlé de cette visualisation d'une sorte de mesh sur le High Field. Bon, je suis pas trop sûr si je suis fan. Mais je m'attendais quand même à pouvoir créer un High Field d'abord, ensuite de le convertir en mesh, comme ce serait le cas si on était dans les SOPs. Tandis qu'ici, je dois créer un HF. HF. High Field. Là, on s'attend à créer un High Field. Donc, déjà, même dans les géos, on a la prévisualisation comme mesh. Ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, on a le High Field Noise. Là. Ok. Donc, déjà, en termes de visualisation, ça, c'est déjà différent de Houdini 22. Parce que si je vais sur 22, je fais un géo. Et je mets un High Field. Voyons que ici, nous n'avons pas ces lignes-là. Et puis, High Field Noise, bien sûr. Non plus. Ça, c'est autre chose. Donc, avant, il n'y avait pas ces lignes-là. Maintenant, on les a. La grande question est, veux ou veux pas? Je sais pas trop. Mais non, j'ai l'intuition, même sans avoir vu qu'à l'intérieur, on va avoir des cops ici. Height Field Volume. Non. Ok, ça c'est le Height Field ordinaire. D'accord. Et ici, voilà ce qu'on a. Compile Cook, External Cap, etc. Canvas, for Canvas from Image Plane, ZX, etc. Maintenant, en ce qui concerne ces lignes-ci, j'imagine que ce devrait être dans les paramètres de display. Cette fenêtre n'est toujours pas extensible. Pourquoi, mes amis, je peux pas agrandir ça? Je suis pas trop sûr, mais est-ce qu'on peut agrandir dans l'ancienne version? Je pense pas non plus. Mais ici, c'était un peu plus bien designé, mieux réparti, par contre. Maintenant, je ne sais pas si le fait d'avoir agrandir l'interface, ça fait que... Ah. Oh là, pendant un instant, j'ai cru que c'est moi qui avais raté quelque chose. Non. Ok. Donc ici, on ne peut pas faire de recherche non plus. D'accord. Floating Nomon. Ça aussi, ils disent qu'ils ont changé. Ça, c'est intéressant. Ok. Mais comment est-ce que je reviens au home alors? Là, c'est toujours vu perspective de haut. D'accord.
Ok. Donc, normalement, on devrait avoir un moyen de cacher ces lignes ici. Hein. Display notes, peut-être visualize, geometry, volumes, with occlusion, wireframe, width, height field, wire stride. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, je m'enlève complètement. Wow, je peux pas enlever. Ici, maintenant, on peut même faire du wire over packed. Sur les packs. D'accord, intéressant. Je veux juste m'assurer que, voilà, ici, nous n'avions pas ça en wireframe. Ah oui, il y avait ça ici. Mais c'est tellement pas le truc sur les wireframe. Sur les iField, pardon. Donc, le truc, il est là. Il part pas. Mais je vais voir si les options de... Ah oui, les options de visualisation peuvent, un peu comme pour une mèche normale. Hein. Le W, pardon, Shift W, permet de cacher. Donc, c'est la même chose que tous les autres objets géométriques. Cool, bon à savoir. Bon, maintenant, si je veux faire un erode ici, height field erode, je vais m'attendre à ce que ici ce soit ça. J'active. Ok. L'érosion est déjà sur le frame 1, donc on n'a pas besoin de faire la lecture pour voir l'érosion. Donc l'érosion en ce moment est instantanée. Avant, il fallait faire la petite simulation. Je crois que l'option est toujours là. Ok. Voilà, nous avons une érosion hydrique ou hydraulique très très forte, etc., etc. Mais au moins, c'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. Je désactive la simulation. Ok, soit on part par itération, soit on part par simulation. D'accord, bon à savoir. Donc à 0 itération, à 20 itérations. Donc voilà. Donc il y a une sorte de simulation interne si on veut pour obtenir ça. D'accord. Maintenant, quelque chose d'intéressant aussi, ce serait de voir les presets qu'ils ont. Test assets, test geometry, winter tree, railroad crossing, HDR, etc., etc. Les presets des terrains, je pense que je peux deviner comment on fait pour les avoir. Donc, bon, pour le moment, je mets ça de côté. Donc là, je suis en train de regarder dans les juste quoi? What's new? Ils n'ont pas changé le truc. Non. Contents. What's new? Eh non, je suis sur Houdini 22, les amis. Je suis supposé avoir 22 ici. Pas, pas 21. Et ça, c'est même pas la version 22, 729. Ah, pardon, là, ils sont à 21, 0729. Bon. Je pense pas que je sois en train de regarder le bon truc. Ouais, je suis pas en train de regarder le bon truc là. Oups. Euh, donc je peux pas l'obtenir par là, mais si je vais dans Contents, c'est la même chose. Si je vais sur Start Here, ok, bon, déjà je pense que
Je peux regarder dans le content library. Et height field examples. Je suis en train de... donc voilà à peu près ce qu'on a. L'exemple sera donc je vais télécharger le fichier. Et puis après, nous allons ouvrir et nous allons voir ensemble les différents exemples qui sont là. Après la height field, nous allons passer à autre chose. Donc, en attendant le téléchargement, je vais fermer ça. Et je vais attendre qu'il fasse la mise à jour de ça. Ok, height field beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a encore sous les height field ici? Terrain, je cherche sur height field. Height field shadow, flow field, mask by feature. Ok. Donc là, il montre le masque. Mais il ne montre pas le height field. Bon. D'accord. Donc ça ne fait que générer le masque. Ah. Donc là, nous avons le rendu du height field. Là, nous avons le mask by feature. Et là, nous sommes en train de mask by slope. Je pense que ce serait bien de voir le height field en même temps, mes amis. Je cherche le height. Donc, j'imagine que ça, ce sont les zones les plus élevées. Pas mal non plus, je veux dire, comme visualisation, ça donne d'autres inspirations. Donc, voilà, ce ne sont que des masques. Peaks and valleys. J'ai jamais essayé de visualiser ce truc. Comme ça. Ok. Direction. Donc là, nous sommes en train de regarder dans quelle direction. Ok. Bon, maintenant j'imagine que là on va tourner. Là on est à 180 degrés. Et là on est à moins 180 normalement. Spread, truc. Donc on peut resserrer avec ça. Ou élargir avec ça. Ok. Donc, si nous revenons sur notre height field, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Project, c'est intéressant. Je vois un peu ce que ça va donner. Ok, donc là, il faut la géométrie pour projeter. Donc, si nous cherchons notre geometry, geometry. Qu'est-ce que nous voulons projeter ici? Faisons je sais pas, un box. On va essayer un peu d'agrandir. Nous sommes quand même dans le contexte de height field. 10 mètres, je dirais plutôt 100. 100 ou 50 mètres de largeur. Donc, si on revient là, voici ce que ça donne. Maintenant,
heureusement qu'on peut faire du transform 3D ici, parce que sinon, ce serait quand même embêtant. Donc, voilà notre projection, normal. On peut aussi agrandir. Cool. Ok, bon. Donc, soit on va faire des transformations ici. Bien, je vais voir si on veut verrouiller là. Mettre une transformation ici. Bien sûr, on va pas avoir le handle, malheureusement. À moins de verrouiller ça, de remonter, si on déverrouille ça, et de... Ah, beaucoup plus convenable de mettre ici, bien sûr. Cool. Avec les height fields. Donc, je vais unzipper notre... je vais unzipper notre dossier. Ok. J'ai double-cliqué, j'aurais pas dû. Bref, on va attendre que le fichier des Heightfield exemples s'ouvre. Et on va voir ce que ça donne comme exemple. Wow, c'est dense ça. Très dense. Donc Copernicus, déjà nous avons la visibilité ici. Heightfield. Ah, ok. Donc, je ne veux pas de... Pourquoi est-ce que je suis en train de voir ce dessin-là? Je vais apporter les paramètres. Okay, for simplicity, corners of interest, blue nodes are the nodes that contain the final color, the orange are the nodes that contain the final height layer, Cessna Alpha, orange nodes, green flags, etc. Bon, on va pas aller aussi loin, ça va. Donc au moins, on a compris, on peut générer un height field et mettre dans le size reference de notre mettre dans le size reference ici. Bien sûr, ça ne fonctionne pas ici. Ok, cool. Height field, setting camera properties, setting near far. Là, ils ont le peak head. Ok. Donc là, il est sur le rendu là. Donc, quoi que je dois faire CTRL pour cliquer ici. Comme partout ailleurs pour avoir. Ok, donc on a notre peak head, on a notre rasterize geometry. Il est en train de rasteriser quoi? La couleur. D'accord. Ce qui veut dire qu'il aurait au préalable converti la texture en couleur avec ce node. Et donc une fois qu'il a la couleur, il rasterize le peak head pour colorer le terrain. Interesting. Donc ici c'est Height Field Project. J'ai cassé quelque chose. Oh, ok. Je vois. 3D output. Ça, c'est nouveau.
Je pense. Je pense. Cop Network. Si je regarde Subdual, ouais. Le 3D output, c'est nouveau. Intéressant. Ok. Donc, les hide fields, vous savez combien de temps que nous sommes déjà là, juste pour les hide fields plus de 30 minutes. Ok. Donc, ça, c'est pour celui-là. Donc, ici, il avait le rendu. Bien sûr, ça, c'est la projection normale. Ici, il fait une intersection entre ça et ça. Normalement, ça devrait donner ça. Et il utilise comme masque pour colorer Hide Field Color. Il le colore à partir d'ici en utilisant notre nouveau truc de coloriage là. Et, si je dis Show All, ouais. Donc je peux faire ça. Ok. Donc, ou bien je fais CTRL et je clique là pour avoir la vue en 3D. C'est bien ça, mes amis? 3D View. Ok. Celui-ci n'a pas de 3D View. Si je fais ça ici. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu es en train de visualiser quelque chose, mais tu es en train de 3D visualiser autre chose. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est Ramp Generator. Ouais. Click and drag to draw. Ouais. Ils ont le truc là où tu peux faire ça. Pas mal. Tu peux faire ça. Et là, je suis sur le bureau quand même. Je suis sur le bureau, mon desktop. Donc, je peux prendre la couleur à partir de n'importe où. Et j'obtiens ça. Ok. 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 Intéressant. Et si je visualise ça en 3D, mes amis, vous m'embrouillez là. Comment je visualise mon terrain là? Bref, j'imagine que c'est ce qui se passe quand on va tout de suite visualiser, au lieu de lire d'abord, même pas lire ça. Mais c'est bon, voilà, c'est juste par exemple laquelle on est là. Donc, color blend, c'est un color blend. Donc, je suis en train de visualiser ça. En principe, donc ça, ce n'est que de la couleur, je comprends. Donc, on ne peut pas voir du height ici. Si on veut voir de la 3D, on va ici. Je ne dirais pas que je ne suis pas embrouillé. Parce que c'est quand même une nouvelle façon de faire les choses. De visualiser quelque chose, mais de 3D visualiser autre chose. C'est quelque chose auquel il faudra s'habituer et c'est certainement un nouveau paradigme. You can use this node, simply plug your height and color in. I will apply one on another. You can also, yeah. Let's see. Si je fais ça, là je n'ai mis que la couleur. Hide Field Visualize. Comment il sait ce qu'il est en train de visualiser? Donc en fait, le hide field, il est dans le node, mais on ne peut pas le voir jusqu'à ce qu'on le mette quelque part où on puisse le voir. Donc c'est ça la logique. Donc ce node peut visualiser la 3D. Ce node, si je désactive ça, j'imagine en faisant, en double-cliquant dessus, en faisant, je clique là, et si je fais CTRL-clic là, ok, donc, et si je fais CTRL-clic là, d'accord, il se plaint en disant source is missing, donc il lui manque que le height, que je vais prendre ici, et donc on a ça. Bref, intéressant. Ici, par exemple, je fais CTRL, je déclic là pour voir ça.
Et ici, j'ai une sorte de camera properties. J'imagine que c'est un top-down camera. Par défaut venant d'ici, j'imagine. Ok, bon à savoir avec celui-là. Maintenant, il y a plein d'autres presets que vous pouvez aller télécharger ici et voir de vous-même comment ça se passe. Donc pour le moment, j'ai fini avec ce bonhomme. Je vais passer à autre chose. Je vais fermer ça. Ok. Donc juste pour retenir la petite leçon. Donc normalement, j'ai oublié que j'avais verrouillé celui-là. Donc j'ai ça. J'ai ça. High field layer. Je vais tout le temps faire ça. D'accord. Ok. Pour le high field, c'est déjà ça, c'est bien. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, j'imagine. Terrain, Terrain Transform 3D. Ok, ok. Mais je me serais quand même attendu à ce que ces trucs-ci soient en forme de recette quand même. Parce que si je fais MC Recipes, je pense que tous ces exemples de iField, normalement, devraient être dans des recipes quelque part. Bon, peut-être ça va être fait. Ok. D'accord. En repartant donc sur donc déjà ce premier enregistrement, je vais l'arrêter là au cas où le truc se plante, pardon. Ok, bon déjà j'ai directement sur le navigateur, on peut avoir l'aide de 22, mais à partir de, je pense que ça fait partie de ces bugs là que voilà, la communauté devra commencer à envoyer. Et après cette vidéo, je vais l'envoyer au cas où quelqu'un ne l'a pas encore fait. Mais c'est ça, hein, le life cycle de Houdini, c'est que du premier jusqu'au dernier jour, ils sont toujours en train de bosser sur les bugs. Donc, voilà déjà un premier que nous avons trouvé. Ensuite, en termes de release notes, voilà, nous sommes allés dans la modélisation. Il y a le nouveau Welcome Surface là qu'ils ont présenté. Donc, je vais juste démontrer là sans regarder. Hein. Ça casse, ça casse. Donc, si je fais un tube, par exemple, Polygon tube, je sais pas, peut-être Work on Surface, c'est un recipe? Non? Ok, c'est un node. Et même pas un digital asset, c'est un node carrément. Ok. Donc, en visualisant, déjà, il nous dit que Bob, two inputs necessary. The first input represents the seed points to begin tracing. And the second input is a polygon mesh over which the tracing happens. D'accord. Donc, en principe, on met ça là. Si je vais un peu plus près, si je ferme les caps, le CTRL W, et que, je sais pas, un peu plus. En termes de caps, bref. Donc, si je fais un... Supposons que je fasse un scatter, par exemple. Bon, je ne veux pas scatter sur tout. Un scatter sur ça. Par exemple, au lieu de 1000, faisons 100.
Et je mets là, j'affiche. Quelles options est-ce que j'ai? Work method, etc. Start direction, Y. Length, etc. So, qu'est-ce qui se passe? C'est par l'animation? Non, c'est pas le length. Non, length, scale by attribute to nothing. Source, start points. Je voudrais bien dire tout, mais bon, allons-y. Sélectionnons quelque chose. Surface geodesics. Streamline tracing. Start direction from parameter, from attributes. Terminate edges. Boundary behavior. Reflect that boundary. Termination edges. Je sais pas. Faisons un divide ici. Et on revient, on dit termination edges. Je sais pas. Si je fais les deux A, je valide, toujours rien. Reflection edges, I don't know. Si je fais ça, toujours rien. Ok. Length, longueur, toujours rien. Tchouk. Global rotation, maximum steps. Ok. On a tout mis les bons notes, ça ne donne pas. C'est un peu comme ces appareils-là. Vous savez, tu achètes l'appareil, tu arrives chez toi et puis tu es sûr que tu comprends comment ça fonctionne. Et en espérant que c'est pas quand tu casses que tu vas lire la notice. Bon, ici c'est software, on va casser quelque chose. Mais bon. Ok, donc comment est-ce que toi tu fonctionnes, mon ami? Pourquoi tu lis pas? Repère pause et lire lecture. Voilà, sur le serveur qui est lent. Allows you to trace curves and surfaces starting from a collection of points and directions. Okay. You can also trace streamlines on vector fields. Ok. Bon. Lui, il ne veut pas bouger. Lui non plus. Quadre mesh. Je curve up. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, pour le moment, en attendant que... Bon, les directions. Allons mettre le point de velocity là. Qui demande, qui nous génère des vélocités. Qu'il applique un noise. On ne va pas animer pour le moment. Par défaut, je génère ça. Attribute rename. Points. On va renommer. Velocity en normal. J'imagine que start direction from attribute dir, c'est ce que vous voulez. Pas un problème. Je vais mettre du dir. Length. Oh, ok. D'accord. Là, j'avais choisi 2 points. Ici, je choisis rien. Et ici, si je ne mets rien. Et là, si je ne mets rien.
length. D'accord. Ok. D'accord. Nous avons, mettons un seul point pour comprendre comment est-ce qu'il fait son truc. Il trace, il trace, il trace, et il s'arrête avec une longueur de 10. Est-ce qu'on peut pousser au-delà de 10? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Ok. On va savoir. Max stop steps. Si je désactive ça, il va continuer et continuer et continuer et continuer et continuer. D'accord. D'accord. Bon. Et si je subdivise ça, ça me donne pas la même chose. Et si je désactive ça, et si je mets si je fais le mountain ici pour faire danser le truc, ça change le truc. Ok. Ok. Donc, ce point-ci, essayez un peu de voir la direction. Si je vais là et j'active notre truc. Donc, voici normalement la direction. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris cette direction? From attribute, je lui ai donné une direction. Et c'est là. Mais il n'a pas pris. D'accord. Ok. Bon, voilà, ça va. Et oui, comme je disais, si je fais danser ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Si je t'anime et je t'anime. Ouais. Ok. Pas un peu le nord. Length, do nothing. Scale by attribute. Ce serait quoi? Un attribut sur le point. Working method, surface geodesic or surface tracing, streamline tracing. Surface velocity. Donc ça veut dire que si j'avais des vélocités sur mes points, il les utiliserait. Je fais un point de velocity et puis j'ajoute OK et je fais un curl noise. Pour moi, je l'anime pas et que je dis voilà, utilise bon, évitons d'avoir te fait danser, comprendre ce que ce bonhomme est en train de faire. Donc, il va utiliser les vélocités sur la surface. Sauf que en bas, il n'y a pas de vélocité. Ok, donc je vais faire un... Pourquoi pas un remesh ici? Size plus petit. Et ici, on avait dit qu'on voulait scatter sur vous. Très scatter
un point. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il va utiliser les vélocités sur les points. Ici, si on affiche, je pensais qu'on avait déjà demandé d'afficher les vélocités. Bon, j'imagine qu'il y a une façon de les sampler, peut-être par une sorte de moyenne ou quelque chose comme ça. Cool, parce que normalement, si je change le curve noise ici, pas un offset, normalement ce bonhomme devrait changer la façon dont il trace son truc. Voilà. Normalement. Ok, cool. Si je repasse sur celui-là, quadre mesh, il dit qu'il fait du bon remesh sur des surfaces solides. Donne-moi un instant, je vais nous trouver quelque chose de solide. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Ok, comme objet, je suis allé sur FreeCAD. Si vous connaissez, j'ai juste pris ce modèle qui vient par défaut. J'ai exporté en OBJ et voilà ce que nous avons. Et donc, nous allons faire notre quadre mesh. Nous allons voir ce que nous allons casser. Allons-y. Ok. Donc, maintenant, j'imagine qu'il faut mettre des contraintes. Alignment, method uniform. Let's see, rectangular, quadre size, uniform scale, curvature, boundary. Bon, nous allons d'abord séparer ce truc, prendre un seul morceau d'abord et voilà, essayer de le laisser avec. Je prends tout le monde en même temps, donc je vais faire un blast ici. On va faire ça. Et c'est ça. Vous êtes ensemble? Voilà. Vous êtes ensemble. Vous êtes des amis de fac? Pardon. Oui. Donc, ou bien toi d'abord. Ok. Commençons par toi. Et déjà en termes de taille, quelle taille toi tu fais? 48 mètres en X, 47 et trucs. Un gros bébé quand même. On va essayer de réduire ça un tout petit peu. Ok. On va essayer encore. Ok. Donc, what sizing, uniform sizing, guide. Yeah. Curvature, width of 1. Boundary, je désactive ça. J'ajoute le poids de la courbe comme contrainte. Il n'est pas tout à fait en train de faire ce qu'ils ont montré. So, pre-processing, output extracted mesh, global parameterization, combine, constraint edge groups, constraint. Ok, donc,
Nous allons essayer de faire la contrainte. D'abord, nous allons reset tout ça, revert to factory defaults, tout remettre à 0, et puis nous allons groupe les points. Where we go, let's do edges, sorry. Et nous allons faire les angles là. Ici. Entre ça et ça. Négatif ça. Ok, donc nous avons nos contraintes. On va essayer de les envoyer. On va juste prendre un nom là. Ça va trop se casser la tête. Et puis on y va. Method uniform, rectangular, adaptivity. Si je ne veux pas ça, include boundary edges. Let's see. Edge flow control. De quoi as-tu besoin? If a primitive scalar will apply the local UI state activity. Je ne veux pas d'adaptivité, je veux juste... what is this? If a primitive scalar will apply the locally varies that activity. Bon, moins que je ne comprenne pas trop. Bref, l'idée c'est en principe, hein, il doit pouvoir... on va essayer de voir si les vidéos la jouent maintenant. On va rejouer. On a notre file. On a edges. Ouais, exactement ce qu'on a fait. Exactement ce qu'on a fait. Ensuite, edge flow control, sharp features. Let's see. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? Reset. Edge flow control. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas mon groupe? Je vois. Je vais remettre ça à... Peut-être il ne le voit pas. Edge flow control. C'est bien sur masque, non? Edge flow edges. Ok. On est sur rectangular. Sur rectangular. Ok. Ouais, imagine bien que j'avais bien le groupe là. Je vais essayer de tous les supprimer. Groupe delete. Allons-y, tout supprimer s'il vous plaît. Merci. Merci.
de 70. Ok. Et puis, ça. Ok. Topologie 10 000. Bref, voilà, j'imagine qu'en jouant un peu avec les paramètres là, on peut obtenir quelque chose. Tout ça est couché, curvature boundaries. Ok. Ok. On faisait 4000. Autre chose qu'on aurait dû peut-être faire d'abord aussi, c'est de faire une sorte de fuse ici. Sans voir ce que ça change. 2500. 2500. Ok. Quadri sizing, je pense qu'ils ont désactivé chez eux. Ok. Bref, je veux bien, je sais pas, le rôle que sur l'ajout. Ouais, ça aide un peu. Ouais, un peu. D'accord. Donc il y a ça. Bon, maintenant, cette affaire de Curve Animate, ça m'intrigue bien. Donc je vais essayer d'aller voir. Je fais je fais Curve. Polygon Curve, Cache Curve. D'accord. Si je dessine la courbe. Ok. Jusque-là, rien de particulier. Ça, reverse. Ok. Donc, Curve Animate. Qu'est-ce que toi tu fais? Donc tu es là, toi, Output Animation.
ici, lui, il peut créer sa part de courbe. Et il a caché la courbe. D'accord. Ok. J'ai ça. Maintenant, j'imagine que je pars dans ce mode-là. Et j'avance un peu. Show handles. Let's see, edit. Approximate. Donc, si je viens ici, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait animation? Non. Apply keys. So, je suis supposé apply les keys. D'accord. Traditionnellement, avec quoi? Avec K. Je viens là et je fais ça. Et je fais K. C'est ça. Ok. Donc maintenant, si je fais plusieurs, il faut le faire pour chacun. Intéressant. Donc je sélectionne tout le monde. Je fais K. Je viens là. Et je ramasse tous ces gens. Je les amène là. Et si je fais une rotation et que je viens là et que je resélectionne tout le monde et je fais K. Ok. Donc maintenant, si je fais une rotation, je suis en AutoKey, d'accord. Ok, c'est déjà ça. Ouais, il ne se cogne pas. Parce que je pense que normalement, si j'avais une courbe normale, un peu comme celle-ci, d'accord, et je faisais un... Est-ce que je peux me faire ça dans Edit en fait? Qu'est-ce qui peut facilement me permettre si on... Si on se les points, je suis en mode Edit de points. Houdini, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux rien sélectionner. Ce truc est verrouillé. Ok. Normalement, je dois pouvoir faire un box select, non? Qu'est-ce qui a changé? Et déjà, si je fais ça et je sélectionne tout le monde, je dois pouvoir sélectionner tout le monde. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe? Donc, je dois pouvoir normalement sélectionner tout le monde. Bon, allons en mode sélection. Ah, d'accord. C'est toi qui fais le problème. Donc, si je repars dans mon outil, je peux faire la sélection. Donc, si je fais K ici, rien ne se passe, il ne stocke rien. D'accord. Ce qui veut dire que normalement, je peux aussi faire un edge animate ou un curve animate, pardon. Je fais CA. Qu'est-ce qui vient en premier? CAN. Curve animate. J'anime celui-là en faisant mon curve animate. J'entre dans le state
je fais la sélection et je déplace. Comment est-ce que quels seraient les outils d'état ici? Transform, control, left and drag. D'accord, mais si je fais ça et que je... Ok. Je vais d'abord là. Je fais K. Si je fais une rotation, je refais K. Ok. Ok, donc, en suivant on va dire ce dernier point par exemple, il va de là à, là. Donc normalement, on s'attendrait à voir, euh, si c'était voilà un truc normal, on s'attendrait à ce qu'il aille tout droit d'ici à ici, quitte à créer voilà, des collisions en route et que le truc se mélange complètement. Mais voilà, celui-ci il est un peu plus intelligent euh, et il le fait. Et il le fait, voilà, il le fait de façon un peu plus intelligente. Je pense que c'est ce qu'on devrait en tirer. Maintenant, si je viens là par exemple et que je transforme tous ces points en trucs, je ne peux pas. Si je sélectionne ce point-ci tout seul, remove all keys, edit points, edit segments. Ouais, j'ai oublié. To Bezier. Ok. Donc si je viens là, je sélectionne tout ça et je dis que je transforme tout ça en Bezier. Utility, flatten to edit plane, place stream, evenly space, selection points, relax points, trim points, tools. Ah, ok. Ça m'intéresse. Si je fais ça, d'accord. Il n'a pas changé le truc. Si je undo et si je fais ça, ok. Faire la même chose, mais en maintenant tous les points à leur place. Ok. Edit points. Ouais. Disons que si je split ça, edit segments, edit points, split branch. Si ok, j'imagine qu'il considérerait plutôt ça comme une branche. Points, split branch. Bref, à explorer. Mais je trouve que ouais, c'est intéressant. C'est différent de juste une sorte de blend shape, genre truc quoi. Euh, voilà, je pense que ce que je cherchais tout à l'heure, c'était plus du blend shape. C'est-à-dire que si je prends cette courbe-ci par exemple, j'ai cette forme, et puis je prends Edit par exemple, et que je viens ici et que je fais quelque chose comme ça, en allant sur les points, si je vais même dans mon truc, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Si je fais ça par exemple, et que je fais du blend shape par exemple, c'est-à-dire que je pars d'ici à la base vers ça, donc ce que je vais obtenir c'est
quelque chose comme ça, où chaque point va aller tout droit, quoi. Donc, dans ce cas, on a quelque chose comme ceci. Par contre, comme je disais, supposons qu'on se fige ici. Supposons qu'on se fige là. Et que je fais un time shift. Ici, par exemple, que je bloque là. On a ça. Et que je reviens, je fais un time shift ici. Je fais notre time shift ici. Que je bloque là. Si je fais maintenant ça. Et que je fais l'animation. Ça le fait toujours pas. Intéressant. Ok. Donc on va essayer de regarder les deux. Je pense que pour bien les voir, ce serait plus ça et ça. Là, on a animé sur de 1 à 55. Donc si je viens là, vers 55, j'applique, je fais ça. Ici, c'est le contraire. Quand même flip this. Ah, 8. Je pense que le travail d'interface là, je pense que ça c'est des trucs qu'on pouvait un peu plus facilement faire avant. Hein. Bref, donc ça va nous permettre d'évaluer. Ouais, ça fait la même chose. Bon, sauf si mon test n'est pas concluant. Mais je veux bien comprendre ce que celui-là fait, que je sais pas, un blend shape comme celui-ci. Bon, maintenant, le truc, c'est, ok, si tu as un blend shape comme celui-ci, il faudra peut-être stacker plusieurs trucs pour avoir la même animation, surtout si... Bref, ok, il est là, il est capable de faire ça. Et autre chose même qu'il fait, je pense qui est aussi intéressant, c'est que même quand on change le nombre de points, ce que j'ai essayé de faire tout de suite, mais que edit points, if I cut points, ça me donne ça quelque part. Donc voilà, donc même ça, il prend en compte. Donc je pense qu'il utilise en interne, pardon, les vertex pour savoir quels deux points doivent se rejoindre. C'est cool, c'est cool. Maintenant, en plus, en termes de modélisation, qu'est-ce qu'on a les high fields que nous avons vu au départ et tout. Mirror terrain generates sub, allows you to run inference with custom or downloadable machine learning models, and so on. Ok, cool. Prochain truc, nous allons regarder. Enfin, j'essaie d'éviter les trucs qui il va falloir simuler, qui va prendre du temps. Peut-être je devrais.
Ici, oui. Oh, ouais, ça c'est intéressant. Allows you to bend or tear metal surfaces to shit. Ouais, ouais, je crois qu'on va regarder ça. Le RBD Fracture, Material Fracture SAP. En général, on a eu du béton, du bois, je sais pas quoi d'autre. Donc maintenant, si je ramène l'objet de tout à l'heure, voilà. On va faire un match size ici. On va recentrer tout ça et normaliser. Donc, si nous avons quelque chose comme ceci et que nous voulons fracturer, nous allons éviter les problèmes. On ne va pas prendre tout le même moment. Donc, on va sélectionner seulement celui-là. Et puis, on va faire le RBD Material Fracture. Je sais pas, j'ai l'impression que ça allait vite. Donc, avant, nous avions notre preset ici, nous avons du verre, voilà, et tout et tout. Maintenant, nous avons du métal. Si je clique, qu'est-ce que cela me donne? Bon, d'apparence, la même chose que le béton. Mais je pense qu'il écrit d'autres attributs en fait. Si je supprime encore ces gros. Ok. Donc ici, fracture ready, metal fracture inside, name. Ah oui, chose que j'ai oublié d'ajouter ici en bas, c'est. Je crois que même le Geometry Spreadsheet a beaucoup de changements. Ouais, aussi beaucoup de changements dans le Geometry Spreadsheet. D'accord, je vais regarder ça une autre fois. Mais sur les primitifs. Ah, intéressant. Donc ici, on a les points, on a le vertex, le primitif et le detail. Cool. Donc sur les primitifs, on suit le point, normalement rien de spécial puisqu'il n'est pas. Ok, donc nous avons du métal. En termes de contraintes, est-ce qu'il écrit le même contrainte? Non, le même glue. En regardant toujours nos contraintes. Contraintes, name. Les contraintes. En elles-mêmes. Constraint tag, metal fracture. D'accord, donc je me demande si cela a un impact sur comment est-ce que Bullet va gérer. Parce que si je fais par exemple concrete, constraint tag c'est concrete fracture. Tube. Fracture. Concrete fracture. Normalement ce truc il fait 2. Je veux pas 2. Je veux un seul. Constraint tag, concrete fracture, constraint type, name. Et le type c'est. On va voir si je fais du métal.
Est-ce que sur le content quelque chose? D'accord. Donc, je suis bien curieux de savoir, bon, maintenant sur les détails, pas trop, guide geometry, un peu moins. Donc, on va faire un RBD configure. Voilà. Jusqu'ici. Type metal. D'accord. RBD bullet solver. On va faire ça. Collision. On va faire un ground plane. Et comment est-ce que ce métal se comporte ici différent? Alors, c'est vrai qu'il est tout petit, hein. Je vois qu'il tue le métal. Oups. Target size. Si on fait ça. Ouais. 10 mètres. Et que on remonte encore. Je pense que nous avons de plus petits morceaux maintenant. Donc j'aurais dû revérifier la fracture. Ouais. Fracture density. It's too much. It's still too much. 4. Ok. Detail. On peut voir. Seulement les intersections qui sont pas bien. Tu as réduit la taille des détails. Noise height, element size 0.2. Peut diminuer. Proxy. Automatiquement générer des proxys. Je suis pas trop sûr. Ça, c'est supposé être quoi, du proxy? Ah oui. Une autre option là qu'on a vu quelque part là, de visualiser wire over path, geometry, peut aider. Ouais, on voit les proxys qu'il a générés. Je pense pas qu'on avait ça ici. Ok. 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 Bon, jusque voilà, les contraintes sont trop fortes. Density bounds, constraint, pin glue. Aluminium. Dry, sec et machin. RBD configure. C'est un peu, je vais vérifier.
Et vérifier les forces là. Un stiffness de 1000. Je pense que c'est ici que les a créés. Ouais. Donc, normalement, si on fait 10, hein, je pense que notre truc va se casser plus rapidement. Or not. Constraint stiffness, yes. Goes to stiff. Constraints, apply constraints, enable color, blah 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 blah. Yeah. Anyway, beaucoup plus rapide. Constraints, soft and hard. Mode, delete. Si les contraintes vont au-delà d'une certaine distance, on les supprime. Cool. Les forces. C'est tout. La propriété. Voilà. Bon, bref. On n'est pas là pour faire... bleu. Ouais. Les forces là, en principe... ok. Constraint, stiffness. Je fais, hein. Qu'est-ce que ça me donne? Encore. Je pense qu'il se sectionne. Mais comme c'est du métal, en fait, je pense que c'est s'il n'y a pas... Parce que je pense que si... Voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut apprendre avec les métaux. C'est que, voilà, si ils sont beaucoup moins brittle, moins cassants que du métal. Je pense que si nous avions un preset de instant que je regarde un peu nos proxys, je pense que les proxys sont supposés être de la géométrie pleine quand même. Voilà. Ouais. Ce sont des... Ouais. Donc, c'est-à-dire que si nous faisons si nous faisons un stash de ça, et même si je verrouille, hein, pas besoin d'aller sur moi. Je verrouille ça, et je verrouille ça. Ok. Maintenant, si je veux faire un preset de type je vais faire maintenant un preset de type béton avec les mêmes valeurs. Voilà, on va voir, je pense que ici ça va vraiment se casser et tomber en morceaux. Parce que le béton se comporte comme ça. Scale points, un peu plus.
Voilà, donc je pense que celui-là, il va s'imiter. Ok, donc ça c'est quelque chose déjà de nouveau. Donc voilà, on a l'habitude avec les presets de Houdini que le truc se casse comme ça. Mais voilà, mais il faut juste savoir que, et en plus, nous voyons que nos objets sont pleins, contrairement aux métaux euh, qui sont, qui ont une épaisseur, mais voilà, qui ne sont pas. Celui-là, par exemple, vous voyez il a ajouté une épaisseur. Voilà. Ce qui fait que, idéalement, dans ce genre de truc, ce serait, au moment de faire le rendu, d'ajouter un thicken, par exemple. Beaucoup plus petit. Encore plus petit que la moitié de ça. Et les attributs. Visualize. Ok. Donc, donc ça, c'est beaucoup plus correct en termes de type de simulation que nous avons sous la main. Et donc, le métal n'a pas, surtout que nous avons choisi les paramètres aluminium. Donc voilà, si l'aluminium est fracturé, c'est cool, bien. Fallait un peu réfléchir pour comprendre. C'est bien. Bon, maintenant, quelque chose de nouveau qu'ils ont ajouté aussi, ils disent que le Voronoi est plus rapide. Donc, si je reprends mon fichier de tout de suite là, je vais le match size, terminer au centre, normaliser. Peut-être poser au sol. Voilà, donc ici, et puis on va essayer de peut-être doubler la taille. Donc là, on est à 2 sur le plus grand axe. 2 mètres, 3 mètres. C'est à peu près la taille normale de ce truc, je sais pas. Donc là, on est à 4 mètres sur le plus grand axe. 4. Ok, donc Voronoi. Fracture. J'active. Bien sûr, il veut des points. Allons-y. On va faire 5. Voilà. Donc là, ça a été hyper rapide, comme on peut voir. Si on fait la comparaison avec il a coûté 111 millisecondes. Donc, si je vais dans Houdini 21, par exemple, et si je copie ce même truc, tu dis un instant. Size. On va mettre sur le sol et donner une taille de 4 mètres. Et nous faisons un Voronoi fracture ici.
Là, nous avions combien de points? 100 points. Donc, si on fait la même chose ici, donc nous allons faire 11 millisecondes. Escrow time. 11. 0.4 milliseconds. Let's see. Voilà, donc c'est quasi instantané. Donc on est à 2 fois. 2 fois. Donc 2 fois plus rapide, quoi. C'est cool. Sachant que bien sûr le QuickTime dépend d'autres paramètres. Je pense qu'il calcule ça, il envoie la commande et quand le truc finit, qui peut dépendre de beaucoup d'autres paramètres. Donc je pense que ça c'est plus précis à 0,02 millisecondes. Donc, pour ce qui est de Rigidbody RBD, je pense que tout l'essentiel qu'on pourrait voir. Bon, je pense peut-être que nous allons arrêter ici pour aujourd'hui et continuer peut-être une autre fois pour voir les nouveautés de Houdini 22. Voilà, si cela vous intéresse, qu'on le fasse, faites signe. Et je vais le faire dans les tout prochains jours. Voilà, à bientôt.